Le jour suivant, le Saint-Empereur se réunit avec Hakan et Lucina pour se pencher sur les événements de la soirée précédente. Hakan interroge le Saint-Empereur sur sa décision d'escorter Lucina au Grand Temple. En réponse, le Saint-Empereur fait allusion au métamorphe, demandant si Hakan possède des informations. De toute évidence, Lucina est également au courant de la nature du métamorphe, une créature capable de modifier sa forme de manière transparente. Hakan note que ces métamorphes ont souvent représenté des menaces pour Tayar. Le Saint-Empereur élucide que les métamorphes complotent actuellement pour conquérir Tayar, révélant que le cerveau derrière les tueurs de dragons perturbateurs n'est autre qu'un métamorphe. Hakan cherche confirmation concernant la prévalence des métamorphes parmi les tueurs de dragons, ce que le Saint-Empereur affirme, révélant que le chef des tueurs a probablement des vues sur la progéniture de Lucina. En apprenant cette révélation, le visage de Lucina trahit son inquiétude alors qu'elle se demande si l'individu portant exactement son visage est lié à ces événements. Bien qu'il ait compris l'explication du Saint-Empereur, Hakan reste perplexe et se demande pourquoi le Saint-Empereur a choisi le temple comme protection contre le métamorphe et comment le Saint-Empereur a acquis une connaissance aussi approfondie des machinations du métamorphe. Le Saint-Empereur s'efforce de fournir une clarification lucide, soulignant que les métamorphes, étant intrinsèquement monstrueux, sont sensibles au pouvoir divin, faisant du temple un refuge plus sûr pour Lucina que Tayar. Quant à la source des connaissances du Saint-Empereur, il affirme que la révéler maintenant poserait un danger, mais assure à Hakan que la vérité sera révélée lorsque le moment sera approprié. Le Saint-Empereur implore Hakan de comprendre, car son inquiétude pour le bien-être de Lucina est sincère. Sentant la frustration croissante de Hakan, Lucina demande s'il pourrait y avoir une alternative à la recherche d'un refuge au Grand Temple. Malheureusement, le Saint-Empereur affirme que le seul recours est d'éradiquer tous les métamorphes avant la naissance de l'enfant de Lucina, ce qui implique que Hakan doit déclarer la guerre aux tueuses pour y parvenir. À cette révélation, l'anxiété de Lucina s'accentue. Hakan reconnaît que le conflit avec les tueuses est inévitable et propose qu'avec l'aide des saintes reliques du Saint-Empereur, la guerre pourrait être considérablement facilitée. Le ton du Saint-Empereur devient emphatique alors qu'il exprime son inquiétude quant au danger potentiel si Lucina accouche avant la fin de la guerre, avertissant que combattre les métamorphes n'est pas une tâche simple. Il souligne la vulnérabilité de Tayar à déplacer son invasion en l'absence de troupes suffisantes, mettant à la fois Lucina et son enfant en danger. Hakan est rendu sans voix par ce scénario désastreux. Néanmoins, le Saint-Empereur suggère que si Hakan reste résolu à déclencher la guerre, il devrait au moins envisager d'envoyer Lucina au Grand Temple pour la durée du conflit. Dans le silence de leur chambre, Hakan ne trouve pas le sommeil et se débat avec la question de la sécurité de Lucina. La perspective de se séparer d'elle le remplit d'effroi. Lucina se réveille de son sommeil, observant le visage troublé de Hakan, saisissant intuitivement le poids de ses inquiétudes. Elle lui demande gentiment si son malaise provient de la possibilité qu'elle cherche refuge au temple. Malgré un pincement de jalousie envers le rapport de Lucina au Saint-Empereur, Hakan est ému par sa perspicacité et sa maturité. Il se confie à elle, cherchant son point de vue sur la question. Lucina assure à Hakan qu'elle pèsera soigneusement ses mots avant de prendre une décision, l'incitant à exprimer ses appréhensions quant à son départ pour le temple. Reconnaissant sa propre réticence à être séparée de Hakan, elle reconnaît astucieusement ses angoisses les plus profondes. Hésitant légèrement, Hakan dévoile son âme, exprimant sa peur que Lucina ne revienne jamais une fois qu'elle aura mis les pieds dans le grand temple. Il avoue l'angoisse et la frustration qui le tenaillent à la seule pensée de son départ. À ses yeux, Lucina aurait pu trouver plus de bonheur en épousant quelqu'un comme le Saint-Empereur. Contrairement à lui, qualifiée de barbare à Brian, Lucina, incapable de contenir son exaspération, réprimande affectueusement Hakan pour sa folie, le prenant au dépourvu. Avec une détermination inébranlable,
Elle déclare qu'elle ne quittera jamais Tayar tant qu'elle respirera. Même dans la mort, elle jure de ne pas être séparée de Hakan, affirmant fermement son engagement durable envers lui. Ému par sa détermination inébranlable, Hakan enveloppe Lucina dans une tendre étreinte, jurant de ne jamais la laisser échapper de son emprise, ni aussi longtemps qu'il vivra. Leur promesse, scellée par un doux et long baiser sur les lèvres. Ils trouvent du réconfort dans les bras, l'un de l'autre, unis contre toutes les épreuves qui pourraient se présenter à eux. Le jour fixé, Lucina fait face au Saint-Empereur avec une détermination d'acier, déclarant sa décision de rester à Tayar. Affirmant son rôle de reine de Tayar, elle refuse d'abandonner son peuple, alors que Hakan déclare la guerre. Bien que quelque peu déçu, le Saint-Empereur s'efforce de comprendre le choix de Lucina, s'émerveillant de sa maturité et de sa croissance. Il lui assure qu'il n'a aucune intention de la contraindre au temple contre sa volonté. Avec un sourire rassurant, il propose de prêter à Hakan une relique sacrée pour l'aider dans la bataille contre les métamorphes. Une proposition qui laisse Lucina et Hakan stupéfaits. Malgré son choc, Hakan exprime ses doutes persistants quant à la confiance totale qu'il accorde au Saint-Empereur. En réponse, le Saint-Empereur demande sincèrement comment il pourrait gagner la confiance d'Hakon. De manière inattendue, Hadar se précipite dans la réunion entre Lucina, le Saint-Empereur, et Hakon, incitant Lucina à s'excuser de l'avoir momentanément quitté et à la rassurer sur son retour imminent. Cependant, le Saint-Empereur lance une invitation inattendue à Hadar pour les rejoindre. Alors qu'ils se rassemblent, le Saint-Empereur observe astucieusement les effets persistants de la magie noire sur Hadar, ce qui surprend à la fois Hakan et Lucina. Saisissant l'opportunité de dissiper le doute, le Saint-Empereur propose une démonstration de sa sincérité en proposant de purifier Hadar de la magie noire résiduelle. Avec une grâce sans effort, il canalise son pouvoir divin, supprimant rapidement l'enchantement noir d'Hadar. Alors qu'Hadar retrouve son calme, son état renouvelé sert à convaincre Hakan de l'engagement sincère du Saint-Empereur à aider Tayar. Ensuite, Hakan et Lucina rendent visite à Jael dans ses appartements, lui annonçant la guérison complète d'Hadar, au grand soulagement de Gil, qui a trouvé la tâche assez difficile. Passant à des questions plus urgentes, Hakan s'enquiert de l'avancement des recherches sur le sang de Lucina. Gilai se penche ensuite sur le sujet de la race lunaire, une ancienne lignée souvent associée aux origines du Saint-Empire en raison de son apparence distinctive. Qu'ils possèdent tout le nom des capacités divines. On pense qu'ils ont été dotés de pouvoirs spéciaux par la Lune elle-même. Avec une pointe d'incertitude, Gilai suggère que les capacités de guérison de Lucina pourraient potentiellement être héritées de la lignée de la race lunaire, bien qu'il admette avoir des doutes sur l'exactitude de ces découvertes. Avant de partir, Hakon charge Gil de le tenir informé si d'autres moyens d'exploiter le pouvoir de guérison de Lucina venaient à être découverts. Hakon partage la bonne nouvelle avec Téhéran, révélant que le Saint-Empereur a réussi à guérir la maladie d'Ader et leur a même fourni les reliques sacrées. Téhéran est momentanément abasourdi par la révélation. Son esprit s'emballe de soupçons sur les motivations du Saint-Empereur. Résolu à enquêter davantage par lui-même, Turan est brusquement interrompu par Hakan, qui oriente la conversation vers des questions plus urgentes. Avec un sentiment d'urgence, Hakan informe Turan de leur engagement imminent dans une guerre à grande échelle contre les tueurs, lui ordonnant de rassembler tous les chevaliers rapidement le lendemain. Réunis en conseil, Hakan et les autres commandants élaborent une stratégie pour la guerre imminente contre les tueurs de dragons, révélant la vérité surprenante selon laquelle les tueurs ne sont autres que des shifters, une révélation qui envoie une onde de choc dans la salle. Au milieu de la discussion, Hakan annonce que le Saint-Empereur leur a accordé une relique sacrée pour les protéger contre les flèches sombres des shifters. Cependant, il met en garde contre la sous-estimation de leur adversaire, rappelant à l'Assemblée que combattre les shifters représente un défi unique. Avec leur capacité à prendre forme humaine et à tromper leurs ennemis, Hakon prévient que même avec les reliques sacrées
à leur disposition. Les vaincre peut s'avérer une tâche redoutable, surtout s'ils prennent l'apparence d'une personne qui leur est chère. Un commandant révèle une solution potentielle pour contrer les transformations des Shifters, la poudre de fumier de Black Hawk. Ces Black Hawks, par la tribu Ralph, ont toujours été considérés comme des adversaires naturels des Shifters. Cependant, obtenir cette poudre pose un défi, car elle est rare au-delà des frontières de Tyar, et la tribu Ralph est actuellement peu disposée à apporter de l'aide à d'autres nations. Reconnaissant les obstacles à venir, Akan décide de chercher rapidement de l'aide auprès de la tribu Ralph. Pendant l'heure du thé, Akan divulgue son intention de solliciter l'aide de la tribu Ralph à Lucina et au Saint-Empereur. Lucina et le Saint-Empereur expriment tous deux leur méconnaissance de la tribu Ralph. Akan loue la tribu Ralph comme un groupe très intelligent et courtois. Le Saint-Empereur intervient, informant Akan de sa communication avec le Grand Temple et de l'arrivée imminente de la relique sacrée à Tyar. Il suggère que si les négociations avec la tribu Ralph s'avèrent fructueuses, leur retour et l'arrivée de la Sainte Relique coïncideront. Akan, touché par les efforts du Saint-Empereur, exprime sa gratitude, reconnaissant le dévouement de l'Empereur à la sauvegarde de Lucina. Dans un changement soudain de comportement, Akan affronte le Saint-Empereur, s'interrogeant sur la profondeur de son inquiétude pour Lucina. Après une brève pause, le Saint-Empereur répond par un mile, attribuant son attention à l'héritage Brian de Lucina. La compréhension d'Akan est piquée au vif, en résonance avec son propre attachement à ses camarades dragons. Lucina, surprise par la réaction posée d'Akan, remarque son manque de jalousie cette fois. Se levant brusquement de son siège, le Saint-Empereur demande la permission de partir en premier. Dans l'intimité de leur solitude, Lucina interroge Akan sur son absence pendant les négociations de la tribu Ralph. Akan explique que pour protéger le palais royal contre d'éventuelles incursions de tueurs, il a exigé sa présence. Rapprochant Lucina, Akan s'engage à la protéger du mal et à triompher de la guerre, éradiquant toute menace persistante à sa sécurité. Avec un doux sourire, il articule sa vision de gouverner le royaume de Tyar, aux côtés de Lucina, dans une ère de paix tranquille. Lucina, profondément émue par les paroles sincères d'Akan, exprime son désir fervent pour sa sécurité et pour la conclusion rapide de la guerre, sans qu'aucun mal ne lui arrive. À l'insu de Akan et Lucina, l'un des espions de Marissa, déguisé en serviteur de Tyar, écoute leur conversation. Pendant ce temps, à sa manière, Marissa reçoit... Reconnaissant l'urgence de la situation, elle décide d'agir. Marissa rend alors visite au roi de Brian, use de ses charmes pour l'influencer et propose qu'il déclenche un conflit avec Tyar. Elle le persuade que la victoire est assurée s'il sollicite l'aide des tueurs de dragons. Intrigué par sa proposition, le roi accepte, mais non sans condition, s'ils en sortent triomphants. Il désire Marissa comme concubine. Avec un sourire narquois, Marissa accepte astucieusement ses conditions. Dans l'enceinte du palais royal de Brian, le prince de Brian exprime son désaccord concernant la décision du roi de déclencher la guerre contre Tyar. Il met en évidence l'état précaire du royaume, usé par des conflits répétés. Le roi, sans se laisser décourager, propose d'engager les tueurs de dragons comme solution. Le prince, incrédule à l'idée d'être poussé à la guerre sur ordre de Marissa, souligne leur épuisement dû aux récentes chasses aux dragons, soupçonnant l'influence de Marissa sur les décisions du roi. Enragé par le défi du prince, le roi lui assène une gifle cuisante et lui lance un ultimatum sévère: se conformer aux ordres ou risquer de perdre toute autorité et toute position. Un mois s'écoule à Tyar. Les préparatifs de la guerre imminente sont terminés et les forces sont prêtes. Pour la bataille, Oakon rallie ses troupes, attisant leur ferveur et leur détermination à venger la vie de leurs camarades tombés aux mains des tueurs. Alors que Oakon et ses guerriers montent sur leur monture et se préparent à lancer leur assaut surprise, ils reçoivent un signal de l'unité de tête indiquant leur cible. En arrivant à la cachette des tueurs, Oakon ordonne à un compteur
contingent de ses chevaliers d'infiltrer la forteresse ennemie, tandis qu'il organise le reste de ses troupes, les positionnant stratégiquement pour l'engagement imminent. Akan et ses troupes avancent prudemment dans le territoire ennemi. Un sentiment de malaise imprègne le silence étrange qui les accueille. Soudain, la nuit envoyée par Akan revient en hâte, les alertant de l'absence de tout occupant à l'intérieur. Cependant, alors que Akan et ses camarades s'aventuraient plus profondément dans la forteresse, ils sont pris en embuscade par un barrage de flèches, confirmant la présence des tueurs et laissant Akan abasourdi par leur prévoyance. Avant qu'ils ne puissent se regrouper, l'armée de Brian lance un assaut soudain sur les chevaliers de Thiar, les encerclant et les laissant entourés d'ennemis. Alors que Akan se débat avec l'alliance déroutante entre Brian et les tueurs, l'armée de Brian lance son assaut. Voyant l'opportunité, le tueur prépare la flèche noire pour frapper Hakon. En réponse rapide, Turan alerte Hakon du danger imminent. Avec une détermination décisive, Hakon ordonne à ses troupes de se rassembler en un seul endroit, déclarant son intention d'utiliser les reliques sacrées. Agrippant fermement les artefacts sacrés, Hakon se tient prêt à libérer leur pouvoir, alors même que les tueurs se préparent à lancer la flèche noire sur eux. Dans ce moment terrible, le cœur de Hakon se remplit d'espoir désespéré, alors qu'il prie avec ferveur pour l'efficacité des reliques sacrées. La relique sacrée accomplit son devoir divin, enveloppant Hakon et les chevaliers de Thiar dans son bouclier protecteur, contrecarrant la mortelle flèche noire. Cette tournure inattendue des événements renforce la confiance des chevaliers de Thiar, mais envoie un frisson de peur dans les rangs des chevaliers de Brian. Le prince Brian est incrédule, incapable de comprendre que le Saint-Empereur confie effectivement la relique sacrée à Taya. Alors qu'il scrute le champ de bataille, il voit les guerriers dragons fondre d'en haut, attaquant sans pitié les chevaliers Brian. Conscient de la situation désastreuse, le prince Brian ordonne une retraite rapide pour éviter de nouvelles pertes. Cependant, son attention est attirée par l'inattendu des tueurs, le laissant méfiant quant à leurs intentions et à leur interprétation. Turan pousse un soupir de soulagement, persuadé que la victoire est désormais à portée de main. Akan le met cependant en garde contre toute complaisance, soulignant l'imprévisibilité des actions des tueurs. Akan et Turan reçoivent des informations selon lesquelles les tueurs de dragons ont masqué leur localisation. Akan exhorte à la vigilance, prévenant du risque d'une embuscade soudaine. Un chevalier des larmes trébuche, grièvement blessé, racontant l'assaut soudain des tueurs de dragons. La frustration d'Akan augmente face à l'agression incessante de leurs adversaires, mais son inquiétude s'accentue à mesure que d'autres chevaliers blessés arrivent. Avec détermination, Akan leur ordonne de rassembler les blessés au centre du bouclier pour les protéger. Alors qu'il transporte les blessés en lieu sûr, Akan s'approche de l'un d'eux, cherchant à obtenir un compte-rendu de l'attaque. Le chevalier blessé décrit les coups rapides et fugaces de l'assaillant, laissant Akan réfléchir à leurs tactiques insaisissables. Ordonnant aux autres de battre en retraite et de donner la priorité aux soins médicaux, Akan se penche pour inspecter les blessures du chevalier blessé, mais se retrouve pris pour cible par une embuscade soudaine avec la hache noire mortelle, flèche. Akan parvient à contrecarrer l'attaque, fixant un regard sévère sur le chevalier blessé qui a lancé l'assaut, exigeant une explication pour sa trahison. À la stupéfaction d'Akan, le chevalier blessé reprend sa véritable forme de métamorphe, révélant que tous les autres chevaliers blessés sont également des métamorphes déguisés. Dans une attaque coordonnée, ils déchaînent un barrage de flèches noires sur les chevaliers de tir abrités dans le bouclier. Teran intervient rapidement, plongeant sa lame dans le dos du métamorphe et exhortant Hakon à quitter le bouclier, reconnaissant les terribles chances qui s'accumulent contre eux. Hakon acquiesce à contre-cœur et donne l'ordre à tous les chevaliers taillards de se retirer, reconnaissant la futilité de leur position actuelle. Dans leur cachette, les chevaliers blessés sont soignés, un nombre notable nécessitant un traitement urgent pour des blessures graves. Hakon ordonne à Téhéran de récupérer l'eau de guérison fournie par le Saint-Empereur, une ressource généralement réservée aux circonstances extrêmes. Téhéran exprime sa surprise face à cette suggestion, mais Hakon souligne l'urgence de leur situation, soulignant la nécessité de la victoire contre les métamorphes et le rôle indispensable de ses chevaliers pour y parvenir. Réfléchissant à sa propre erreur en s'appuyant uniquement sur le pouvoir protecteur de la Sainte Relique, Hakon reconnaît le prix que leur approche imprudente a exigé, exprimant ses regrets pour les souffrances endurées par ses camarades. Alors que Turan apporte l'eau de guérison, Hakon lui demande de l'administrer aux guerriers blessés avant de prendre lui-même un bref répit. Pendant
sa pose, Haakon réfléchit à ses erreurs passées qui ont mis tout le monde en danger. Soudain, la voix de Turan interrompt sa rêverie. Avec une expression d'exaltation, Terran annonce qu'ils ont reçu un message de la tribu Ralph offrant leur aide. Haakon, d'abord incrédule, lit la lettre lui-même, sentant une vague de soulagement l'envahir alors qu'il absorbe la nouvelle que la tribu Ralph vient effectivement à leur aide. Déterminé à capitaliser sur ce nouvel espoir, Haakon ordonne à Terran de donner la priorité au traitement des chevaliers blessés afin qu'ils puissent rapidement récupérer leurs forces. Le sourire confiant de Terran le rassure, incitant Haakon à pousser un soupir de soulagement, ses pensées se tournant vers la perspective de mettre fin à la guerre et de retrouver Lucina. Plusieurs jours plus tard, la nouvelle tant attendue arrive. La tribu Ralph est arrivée. Karl, le chef de la tribu Ralph, accueille Haakon avec son sourire. Joyeux caractéristique. Alors qu'il se serre la main pour se saluer, Haakon taquine Karl de manière enjouée à propos des rumeurs, suggérant que Karl avait refusé le travail de mercenaire en raison de sa profonde dévotion envers sa femme. Pourtant, il a répondu à l'appel de Taillard de manière inattendue. Karl, légèrement penaud, explique que même s'il aurait décliné la demande de n'importe quelle autre tribu, Taillard occupe une place particulière dans son cœur. Il affirme que Taillard est la tribu de son ami le plus fidèle. Haakon s'enquiert de la sécurité de l'objet demandé et Karl l'assure de sa sécurité. En montrant la grande quantité de poudre de faucon noir, la réassurance de Karl apporte un sentiment de soulagement à Haakon. Cependant, la curiosité d'Haakon a atteint son paroxysme lorsqu'il a remarqué des boîtes supplémentaires à proximité. Avec un sourire enthousiaste, Karl commence à expliquer le contenu, mais se penche ensuite pour murmurer les détails à Haakon. La révélation laisse Haakon momentanément abasourdi. Karl poursuit en affirmant qu'avec ses provisions supplémentaires, il serait pratiquement invincible au combat contre les métamorphes. Alors que les chevaliers Teyr lancent une attaque surprise, prenant les chevaliers Brian au dépourvu, le prince Brian s'approche précipitamment d'Haakon, l'exhortant à arrêter les hostilités et soulignant leur désir d'éviter un bain de sang inutile. La colère de Haakon éclate face à l'audace du prince Brian de donner des ordres où le prince Brian, stupéfait par la réaction de Haakon, tente de répondre et suggère finalement une approche alternative, convoquer les tueurs pour mettre fin au conflit et supplier Taillard de cesser leur assaut contre l'armée de Brian. Haakon est incrédule face à cette proposition, s'interroge sur les motivations du prince et lui rappelle l'allégeance de Brian au tueur. Le prince explique que Brian n'a jamais cherché la guerre, mais qu'il suit simplement les ordres de son père, peu disposé à voir d'autres sacrifices insensés. La question chuchotée de Terran incite Haakon à réfléchir à la situation. Après une brève pause, il ordonne à Terran de transmettre l'ordre à leurs chevaliers, de mettre fin à l'assaut contre l'armée de Brian et de se retirer temporairement. Se tournant vers le prince cérébral, Haakon lui donne rapidement l'ordre d'accélérer l'expulsion des tueurs. Exprimant sa gratitude, le prince assure à Haakon que son espèce ne sera pas oubliée. Baissant la voix, le prince Brian partage des informations tactiques avec Haakon, le mettant en garde contre la stratégie de sortie alternative des tueurs et leur potentiel à attaquer à nouveau depuis des positions élevées, conseillant à Haakon de se préparer en conséquence. À leur position, les tueurs se préparent à une attaque imminente de Taillard, mais leur anticipation se transforme en confusion, car ils ne trouvent aucun signe des chevaliers de Taillard. Soudain, d'en haut, la poudre du Black Hawk descend sur eux, les prenant au dépourvu. Avant qu'ils ne puissent comprendre la situation, la tribu Ralph fond sur eux avec une efficacité impitoyable, lançant un assaut sans merci. Karl, parmi eux, se sent revigoré après une longue période d'inaction. Taran s'émerveille de l'efficacité de la poudre du Black Hawk pour renverser la tendance contre les métamorphes. Karl précise que ce ne sont pas seulement les plumes de la tribu Ralph qui jouent également un rôle crucial dans la neutralisation des capacités du métamorphe. Haakon confie certaines de ses plumes à Téhéran, l'exhortant à les utiliser dans la bataille. Avec une détermination inébranlable, Haakon
se prépare à passer à l'action, déterminé à mettre un terme à la guerre en capturant tous les tueurs en fuite. Dans le royaume de Brian, plusieurs jours plus tard, dans le sanctuaire intérieur du royaume de Brian, le roi bouillonne de colère en parcourant le rapport détaillant leurs pertes récentes. Marissa se tient silencieusement à ses côtés, réfléchissant intérieurement à ses propres calculs. Malgré sa réticence à agir alors que les métamorphes restaient vulnérables, l'alliance inattendue entre le Saint-Empereur et Taillard l'a obligé à hâter ses plans. Discrètement, Marissa enveloppe le roi dans une étreinte par derrière, lui demandant la cause de sa colère. Le roi fait fi de son inquiétude, attribuant sa frustration aux machinations éternelles des barbares. Lorsque Marissa s'interroge sur leurs chances de victoire, la détermination du roi s'enflamme, affirmant leur triomphe inévitable et l'exhortant à faire preuve de patience. En privé, Marissa reste indifférente à l'issue de la bataille pour Brian, son attention étant uniquement fixée sur son objectif ultime, le jour où Taillard sera fermement à sa portée. Pendant leur répit, Carl et Hakan discutent des subtilités de la lutte contre les métamorphes. Malgré l'efficacité de la poudre du Black Hawk au combat, Hakan avance que si vaincre les métamorphes était si simple, la tribu Ralph les aurait éradiqués depuis longtemps. Carl développe la nature transitoire des transformations des métamorphes, notant que si l'odeur de la poudre du Black Hawk peut perturber le tempérament, les changements temporaires, il y a des métamorphes qui peuvent modifier leur forme de manière permanente. Cette révélation envoie un choc à Hawken, incitant Carl à élucider davantage que même après avoir subi une telle transformation permanente, les métamorphes conservent la capacité de changer d'apparence à volonté. En s'enquérant davantage, Hawken cherche à savoir si les métamorphes transformés de manière permanente restent sensibles aux effets de la poudre du Black Hawk. Carl confirme qu'ils sont affectés, mais curieusement, la transformation ne s'inverse qu'au point de contact, plutôt que par l'odeur seule. En contemplant les implications, Haken réfléchit à la menace persistante posée par les métamorphes déchaînés, réalisant que leur éradication pourrait s'avérer plus longue que prévu. Au milieu de ces considérations, il se retrouve à désirer encore plus vivement la présence de Lucina. Dans le palais de Taillard, Titi arrive avec les livres que Lucina avait demandés. Le visage de Lucina s'illumine de joie alors qu'elle anticipe avec impatience de se plonger dans leur contenu. Les volumes abordent des sujets allant de l'histoire du temple de Brian aux subtilités de la religion Kamar, de l'autorité divine et de l'énigmatique race lunaire. Lucina s'est plongée dans la lecture comme moyen de distraction, reconnaissant que sans de telles activités, ses pensées reviendraient invariablement à ses inquiétudes pour Hakan. Alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis le départ d'Hakan à la guerre, Lucina se plonge dans les pages du livre, cherchant refuge contre l'augmentation de la violence. Des pensées sombres et solitaires. Concentrée sur la découverte de détails sur la course à la Lune, elle se souvient des remarques précédentes de Jill et réfléchit à la possibilité que sa lignée y soit liée. Alors qu'elle lit le texte, son regard tombe sur une illustration d'une femme ayant une ressemblance frappante avec elle-même. L'esprit de Lucina s'emballe avec le souvenir de l'observation de Puka à la résidence Brian, la poussant à se demander si la femme représentée pourrait être la même personne. La femme représentée dans le livre est identifiée comme Libervard Rumaru, la princesse du royaume de Rumaru, une figure importante dans la région sacrée où la religion Kamar est née. L'esprit de Lucina s'emballe avec la possibilité que cet individu puisse être un de ses lointains ancêtres. Cependant, sa contemplation est brusquement interrompue par une vive douleur dans son ventre de femme enceinte, une sensation qui est devenue de plus en plus fréquente ces derniers temps. Alarmée par l'intensité de l'inconfort, Lucina convoque Ti, qui attend juste à l'extérieur. Témoin de la détresse de Lucina, Tidi part rapidement chercher de l'aide. La sage-femme, rejointe par le prêtre, examine attentivement Lucina, son expression teintée d'inquiétude, alors qu'elle annonce que l'arrivée du bébé semble imminente. Le choc de Tidi est palpable. La date prévue de l'accouchement est encore loin. Pourtant, au milieu de l'incertitude tourbillonnante, l'absence de Hakon apparaît comme le plus grand défi. Lucina tente d'apaiser les craintes de Tidi, insistant sur le fait qu'elle peut se débrouiller sans Hakon à ses côtés. Cependant, Titi croit fermement que Hakon mérite de partager l'anticipation et la joie de la naissance de leur enfant. À contre-cœur, Lucina cède au point de vue de Titi.
Le prêtre demande alors à Titi de transmettre la nouvelle à Hakon, qui reste retranché sur le champ de bataille. La nouvelle est transmise par pigeon, mais à leur insu. 2 pigeons s'envolent dans des directions divergentes, chacun porteur de son propre message. L'un des pigeons vole vers la tente de Hakon, tandis que l'autre se dirige vers la résidence de Marissa. Alors que Hakon étudie la lettre, l'incrédulité se lit sur ses traits. Pendant ce temps, Marissa, ayant également reçu le message de son espion, ne peut s'empêcher de sourire avec une satisfaction rusée en parcourant son contenu. À sa résidence, Marissa est informée de l'avancement de la guerre.